Déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Gabriel. Je, j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 10 ans. Donc il y a maintenant 26 ans. Ma grand-mère en fait tirait les cartes en amateur avec un jeu sur lequel tout était écrit dessus, le jeu La Voyante pour ceux qui connaissent. Et ça m'a mis le pied à l'étrier à cet âge-là. À 11 ans, j'ai acheté mon premier tarot de Marseille et puis c'était parti pour la grande aventure. Depuis donc cette période-là, j'ai jamais cessé d'étudier parce que pratiquer c'était sympa, mais je voulais comprendre. J'avais envie de savoir pourquoi on avait décrété qu'un 3 de pique voulait dire ça, pourquoi un 2 de pique voulait dire ça. Et donc j'ai cherché d'auteur en auteur un peu plus les origines de la cartomancie et revenir un peu plus en arrière. Donc c'est un boulot qui est très long, beaucoup d'investigations, avec beaucoup de choses très contradictoires au niveau de l'histoire, au niveau des auteurs. Voilà, on se retrouve avec des jeux qui ne disent pas du tout la même chose les uns avec les autres. Et c'est assez difficile de réussir à trouver un fil conducteur dans tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une conférence que je vais vous faire pour vous parler des origines de la cartomancie, de l'histoire des cartes et aussi du tarot. Je vais faire un petit mélange de tout ça pour qu'on remonte vraiment sur l'histoire des cartes. On va commencer par faire quelques définitions toutes simples sur les cartes. Déjà, le mot carte en lui-même, qui vient du grec cartes, qui voulait dire papier ou papyrus, on est sur un terme qui représente tout ce qui est support carte, y compris une carte de visite, par exemple. On est vraiment sur quelque chose de très vague. Mais quand on parle de cartomancie, on utilise ce terme pour parler donc mancie, la mantia, la divination. La divination part des jeux de cartes, donc pas de cartes de visite, hein, ça marche moins bien. Mais au niveau des cartes classiques, les cartes à jouer, les cartes de la cartomancie française, ce qu'on appelle avec les piques, les cœurs, etc., on est sur des jeux qui sont appelés cartomancie. Quand ensuite on va parler de tarot, les tarots ont une structure vraiment spécifique. Aujourd'hui, on va dire tarot pour n'importe quel jeu divinatoire, mais à l'origine, un tarot, c'est un jeu de 78 cartes, composé de 22 arcanes majeures et de 56 arcanes mineures. Ça, c'est un tarot. Selon certains occultistes, on dit même que les 22 arcanes majeures sont à elles seules le tarot. Puisque finalement, les 56 arcanes mineures sont les dérivés des jeux de cartes classiques à 52 cartes, auxquels on a juste ajouté 4 cavaliers. Et enfin, le terme oracle va représenter tous les jeux de cartes à, on va dire, dimension divinatoire, qui n'ont ni la structure, pardon, d'un jeu de cartes classique, ni celle d'un tarot. Donc voilà pour ce qui est des mots entre la cartomancie, la taromancie et les oracles, hein, où on est quand même sur des choses assez différentes. Je voulais juste vous préciser ça parce que c'est des termes que je vais employer pour pas trop vous perdre en cours de route. Pour ce qui est des origines de la cartomancie, tout le monde presque a entendu parler du mythe de l'Égypte ancienne où le fameux livre de Thoth aurait été gravé sur des plaques d'or qui retransmettaient les savoirs atlantiques, etc., etc. Eh bien, ce n'est qu'un mythe, puisque bien sûr, sur les fondements historiques, on n'a aucune preuve de tout ça, et on a même plutôt l'inverse, parce que les Égyptiens, ils aimaient bien graver à peu près tout ce qu'ils faisaient, et on n'en voit à aucun moment tirer. Donc il y a peu de chances pour que les Égyptiens aient utilisé le tarot, en tout cas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au niveau de l'histoire de la cartomancie, les premières cartes à être apparues de manière avérée, on remonte à la Chine du 9e siècle. Pas du tout égyptien. C'est simplement des dominos qui avaient décidé de rendre un peu plus transportable, et donc transmis sur des cartes, du papier. Ensuite, ça s'est développé en Asie et surtout en Inde jusqu'au XIe siècle, où en Inde, ça a pas mal évolué par rapport à un jeu de société qu'ils avaient à l'époque, qui était comme des jeux d'échecs, en quelque sorte. On a des figures de cour qui sont apparues, qui se sont rajoutées aux valeurs numérales, on va dire, des dominos. Et le jeu a commencé à se structurer de cette manière-là. Ensuite, il a été récupéré en Égypte, cette fois-ci, enfin, au Maghreb, par le sultan, enfin, la dynastie Mamelouk. Donc, les Mamelouks, que je vous dise pas de bêtises, ont été entre le 13e et 15e siècle, pardon. Et là, les jeux de cartes ont commencé à prendre la structure qu'on connaît aujourd'hui, du 1 au 10, avec 3 figures de cour. À l'époque, c'était 3 figures masculines qui ont été conservées dans les jeux espagnols, par exemple, avec le valet, le cavalier et le roi. Et quand ces jeux sont arrivés en Europe vers le 15e siècle, on a rajouté des dames ou des reines. Quand c'est arrivé en France, on a retiré le cavalier pour placer à la place la reine. Et quand ils sont arrivés en Italie, ils ont décidé de garder les 3 figures masculines et en plus de mettre la reine. C'est pour ça que les jeux de tarot italiens ont 56 arcanes mineures, alors que les jeux de cartes français ont 52 cartes. Tout simplement parce que les cavaliers sont en trop, entre guillemets. Ce qui est assez intéressant par rapport au jeu de 52 cartes, ça c'est un truc qu'on peut retrouver dans pas mal de bouquins que je trouve assez drôle. On dit déjà qu'un jeu de 52 cartes est basé plus ou moins sur le calendrier grégorien ou parfois inspiré du calendrier lunaire égyptien. On revient
revient toujours à l'idée de l'Égypte. Parce que les 52 cartes vont représenter les 52 semaines de l'année, déjà, première chose. Les 12 figures de cour, parce qu'on a valet, dame et roi, x 4, ça fait 12, représentent les 12 signes du zodiaque. Ça peut rappeler aussi les 12 mois de l'année. On a 13 cartes par famille, du 1 au 10, plus les 3 figures de cour. On se retrouve avec les 13 lunes d'une année. En numérologie, 5 et 2, 52, se décomposent en 7, qui est un chiffre très sacré en général pour les occultistes et qui ont pas mal bossé là-dessus. Et en additionnant toutes les valeurs, donc 1 pour l'As, 13 pour le roi, multiplié par 4 familles, plus un joker, on arrive à un total de 365. Donc c'est un peu un calendrier. On se retrouve avec un jeu qui, dans sa valeur symbolique au niveau du 52, est vraiment très très riche. D'où le fait, je pense qu'en France, on a préféré retirer les cavaliers pour ajouter les reines, plutôt que de les ajouter comme on a fait en Italie. Peut-être qu'en France, il y avait plus conscience, en tout cas, de cette portée symbolique au niveau des jeux. Et c'est vrai que quand on comprend ça, on se dit c'est quand même bizarre parce que les jeux de cartes, on connaît tous. On a joué à la bataille, on a joué au poker, à plein de choses. Et on ne pense pas forcément que derrière tout ça, il peut y avoir cette richesse symbolique, et pourtant si. Et c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Le fait aussi que les jeux soient divisés en 2 couleurs, ça rappelle tout ce qui est un peu yin et yang, le jour, la nuit, le bien, le mal, voilà, masculin, féminin, on peut retrouver énormément de valeurs symboliques aussi là-dessus. Les 4 familles qui symbolisent les 4 saisons, marquées par les 4 races qui vont représenter les solstices et les équinoxes, qu'on retrouve aussi dans le zodiaque, c'est incroyable. Donc ouais, c'est pour dire qu'un jeu de 52 cartes, ça a l'air tout bête, mais c'est quand même très riche de sens. Et c'est aussi pour ça que les Bruyniens, particulièrement, étaient réputés pour tirer ce genre de cartes, parce que déjà, ça coûtait moins cher qu'un tarot illustré, c'était enluminé à la main, donc il y avait une famille très riche qui pouvait s'acheter un tarot. On verra ça tout à l'heure avec le Visconti, qui est le tout premier tarot à avoir existé dans l'histoire, enfin, premier vraiment abouti. Et donc, les cartes classiques ont toujours eu un petit peu pignon sur rue, parce que c'était facile même à s'y créer soi-même. C'était facile de prendre des bouts de carton et de dessiner soi-même ces machins. Et beaucoup de personnes utilisaient des cartes qui dessinaient eux-mêmes. Donc voilà pour ce qui est déjà la première partie sur la cartomancie, la divination, mais d'un point de vue vraiment histoire au niveau des cartes. Juste, je voudrais souligner le côté égyptien en fait. On donne souvent aux cartes beaucoup de tarot égyptiens. Forcément, l'Égypte, ça fait toujours rêver. Enfin, moi, le premier, j'ai toujours été passionné d'Égypte. En fait, c'est que la cartomancie est devenue célèbre par Étéia au XVIIIe siècle, dans une époque qu'on appelait désitomanie. C'est-à-dire qu'il venait tout juste de découvrir un petit peu les secrets des pyramides, etc. On n'avait pas encore déchiffré la pierre de Rosette, donc il y avait beaucoup d'énigmes derrière tout ça. Et tout ce qui était égyptien était mystique, donc tout ce qui était mystique était égyptien. Ça vient tout simplement de là. Tous les auteurs du XVIIIe et du XIXe ont décrété que tout ce qui était mystique, c'était égyptien. Ça venait forcément des pharaons, des grands prêtres, des pyramides, des dieux, de leur mythologie. Tout venait de ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a vraiment cette empreinte fausse d'un point de vue historique, comme quoi tout ce qui est lié à la divination vient d'Égypte, parce que c'était la période où tout ce qui était mystique était lié à l'Égypte. Donc, dans cette période-là, on arrive au fameux Étéia. Étéia, c'était un occultiste qui, de son vrai nom, s'appelait Jean-Baptiste Aliette. Donc, un occultiste du 18e, exactement 1738 à 1791. C'est un personnage très controversé par ses confrères, on va dire, qui avait un peu tendance à décrédibiliser son œuvre. Étéia, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de rendre accessibles les cartes. Il a voulu en fait créer quelque chose, une méthode, pour que tout le monde puisse avoir accès à la cartomancie. Et donc en 1770, il a créé le petit Étéia, qui est le tout premier jeu à avoir existé dans ce concept, à savoir un jeu de cartes classique, annoté, 2 mots-clés, à l'endroit et à l'envers. Mais avec les mots-clés qui sont indiqués en haut et en bas, plus la carte qui est au milieu, il a réussi en fait à concevoir un jeu qui permettait à n'importe qui de pouvoir tirer les cartes. Il a créé ce jeu sur un jeu de 32 cartes, ce qu'on appelle un jeu piqué, parce qu'à l'époque ça coûtait moins cher, c'était facile à trouver qu'un jeu de 52 cartes, c'était déjà plus compliqué. Et donc il a créé ce jeu, mais pas seulement parce qu'il a aussi créé des bouquins. Il a quand même traité d'expliquer un petit peu pourquoi il mettait des mots et surtout ce qu'il voulait dire, parce qu'on a pas mal qui ont été déformés avec le temps. L'un des exemples les plus flagrants va être celui du 9 de pique. Le 9 de pique dans la cartomancie classique, c'est une carte assez funeste, fatale. Généralement, dans ses mémoires, il y a Mademoiselle de Normand qui dit même qu'elle avait annoncé l'exécution de Robespierre avec une 9 de pique. C'était fatal. Voilà. Et dans le petit Étéia, ils l'appellent prêtre.
prêtre, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de fatal dans un prêtre? Et en fait, dans les livres, il explique que c'était plutôt le fait de devoir faire appel à un prêtre quand on est sur l'article de la mort et qu'il ne reste plus ça à faire, quoi. Et il a une description du prêtre justement qui est assez péjorative, que je vous cite. Alors, Étéia disait exactement du mot prêtre: il foule la mort aux pieds comme la méprisant, étant déjà mort au monde, c'est-à-dire au plaisir. Voilà. Donc, on peut dire qu'effectivement, son œuvre de pique avec le mot prêtre, ça voulait dire quelque chose qui n'avait rien à voir avec la charité, avec voilà. Donc c'est pour ça beaucoup de personnes se sont basées sur son jeu sans se baser sur ses livres. Et c'est le cas par exemple même pour les tarots de Rider-Waite où les images que l'on voit ne correspondent pas du tout à ce qu'il a voulu en dire. On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, Étéia, non seulement il a créé ce jeu, mais aussi il a créé des bouquins pour expliquer ce jeu. Et c'est vraiment important de pouvoir comparer les deux, parce que suite à ce petit jeu, beaucoup de personnes ont créé le jeu parce que ça venait d'un livre au départ. Il a été publié en jeu de cartes qu'au siècle suivant. Au début, c'était un livre où il expliquait comment annoter les cartes comme ça. Et selon ce principe-là, chaque famille avait un petit peu cette façon de faire. Et c'est comme ça que le bouche à oreille a commencé à déformer les mots-clés qu'il avait choisis. Quelques années plus tard, un grand penseur qui s'appelle donc Cour de Gébelin a sorti une œuvre pharaonique qu'il a appelée donc le monde primitif. C'était quelque chose qui justement traitait beaucoup d'Égypte, entre autres. Et donc, en 8e volume, il a décidé de traiter de la cartomancie. Donc là, on est en 1781. Donc Étéia a sorti son petit Étéia déjà depuis un petit moment. Mais Étéia découvre ce volume où là, on parle des arcades majeures du tarot, on parle un peu plus détaillé du tarot des Bohémiens, des cartes classiques, etc. Et ça va énormément inspirer Étéia, qui en 1788 va sortir son grand Étéia. Une fois qu'il a publié le petit Étéia à 32 cartes, il va créer un tarot de 78 cartes avec 22 arcades majeures et 56 arcades mineures. Les 56 arcades mineures, on retrouve pour l'équivalent des 32 cartes classiques à peu près les mêmes mots-clés. Et sur ce jeu, il va énormément perdre en crédibilité. Parce qu'en fait, il a décidé d'attribuer aux 22 arcades majeures des symboles trop concrets. Pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot et surtout les arcades majeures, on est sur des archétypes extrêmement puissants qui ont beaucoup de profondeur et de richesse symbolique. On pourrait passer des journées entières à débattre sur une seule carte. Et lui, on a fait des cartes très factuelles, un peu comme les arcades mineures. Par contre, ce qui est des arcades mineures de ce jeu, il est devenu une référence qu'on utilise encore aujourd'hui sans le savoir. Et ça, on va y venir. Donc Étéia, quand il a créé ce jeu-là, son œuvre était aboutie. Il a fini avec son jeu de 78 cartes. Pour vous montrer un peu à quoi il ressemble, on a effectivement pas mal évolué par rapport au graphisme. Bon, ça, c'est une version de chez Grimaud que je déconseille en général parce qu'ils ont pas mal modifié les mots-clés sur certaines cartes. Et voilà, c'est pas les versions originales. Moi, je me suis basé sur les gravures de 788 pour les mots-clés du Grand Tarot, donc on n'est plus du tout sur les... Globalement, c'est à peu près les mêmes choses, mais il y a certaines modulations qui sont un peu dommages sur cette version-là. Après, c'est pas grave. Les jeux de cartes, c'est une question de convention qu'on établit avec. Donc, il n'y a pas de souci pour l'interpréter aussi. Quand on parle cartomancie, on parle souvent, bien entendu, de Mademoiselle Lenormand. Je pense que c'est la voyante, c'est la cartomancienne la plus célèbre de l'histoire des cartes. C'est un peu la Lady Gaga de la cartomancie. Entre provoque et sérieux, entre je suis une grande mystique et en fait je finis en tôle. Comment. Elle a eu un parcours quand même assez particulier et elle est arrivée après Étéia. Mademoiselle Lenormand s'est même basée sur les méthodes d'Étéia pour tirer les cartes. Je vous parlais tout à l'heure du 9 de pique avec lequel elle avait annoncé la mort de Robespierre. Si je me trompe pas, dans le Petit Lenormand, qui est donc un jeu soi-disant d'elle, on se retrouve avec des cartes totalement différentes au niveau des significations. Le Petit Lenormand, en fait, c'est un jeu où vous avez une carte classique avec un symbole qui lui est attribué. Et bizarrement, les symboles associés ne correspondent pas vraiment aux valeurs de la cartomancie classique. Et c'est bien dommage, parce que le concept du jeu est quand même assez incroyable. Et le 9 de pique dont je vous parlais tout à l'heure, cette carte si fatale, c'est la carte de l'encre qui, dans le Petit Lenormand, représente la stabilité, l'ancrage, quelque chose de plutôt positif, un peu de lourdeur, ça leste un petit peu de temps en temps, mais à la base, c'est une carte de stabilité. Et cette carte, par exemple, nous montre bien que Mademoiselle Lenormand, elle n'a pas créé ce jeu, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, il est prouvé, avéré, que Mademoiselle Lenormand n'a jamais ni créé, ni même utilisé aucun des jeux qui portent son nom. Je parle y compris du Grand Lenormand et du Petit Lenormand.
peu importe sa version. Très déçu parce que moi j'adore les petits Lenormand, j'en ai au moins une dizaine à la maison. Mais en fait, ce qui s'est passé au niveau du petit Lenormand, c'est qu'il y a un jeu de société qui est paru, le jeu de l'espoir, en Allemagne, qui ensuite a été attribué à Mademoiselle Lenormand. On aurait soi-disant retrouvé ce jeu de cartes chez elle après sa mort. Ça, c'était qu'une question de pub. Et effectivement, sur ce jeu-là, on retrouve des cartes classiques avec les mêmes symboles que dans le petit Lenormand. Ça, c'était un jeu de société où toutes les cartes étaient posées sur un plateau. Là, ça peut faire penser d'ailleurs au grand tableau qu'on utilise parfois avec le petit Lenormand, sauf que sur celui-ci, on mettait des pions, on jetait des dés, et on faisait avancer un peu comme sur un jeu de loi, les pions sur les cartes. Après, ce genre de jeu avait une portée divinatoire, hein, le jeu de loi y compris, il y a une portée divinatoire derrière. Donc ce jeu-là, même s'il n'est pas de Mademoiselle Lenormand, il a quand même une richesse symbolique qui est juste incroyable. Simplement, il faut juste avoir conscience qu'il n'a pas de lien avec la cartomancie. Hormis deux cartes qui sont assez proches au niveau de la symbolique, sur 36, ça fait quand même moyen. Toutes les autres cartes n'ont rien à voir avec la cartomancie classique telle que Mademoiselle Lenormand l'utilisait. Donc voilà, ça c'est pour un petit parallèle parce que dans le nouvel Étilla, j'ai choisi d'utiliser des illustrations qui se rapprochent beaucoup du petit Lenormand, mais qui ne sont pas du tout attribuées de la même manière que dans les petits Lenormand, forcément. Puisque moi j'ai vraiment choisi de les rapprocher un peu plus de ce qui était un peu plus fait. Donc voilà pour ce qui est de Mademoiselle Lenormand. Elle a quand même vraiment apporté quelque chose de très important dans l'histoire de la cartomancie. Et même si c'est par raison commerciale que certains jeux portent son nom, ça reste de super jeux. Enfin, ils sont éloquents, c'est des petits symboles très simples. Bon, sauf pour le grand Lenormand. Alors, je sais pas si vous le connaissez celui-ci, mais moi je l'adore. Et pareil, une richesse incroyable. Mais alors celui-ci, il faut avoir de sacrées bases. Il va mélanger des figures qui vont représenter de la mythologie gréco-romaine avec le langage des fleurs avec des bouquets. Vous avez deux petites cases en bas qui sont des interprétations annexes par rapport aux cartes d'à côté. Vous avez des constellations, vous avez la carte classique, vous avez des lettres et vous avez aussi un symbole de géomancie. Autant vous dire que c'est du sérieux. Quand on veut s'amuser à celui-là, chapeau. Il a été conçu par une femme dont je me rappelle plus du nom, bien après la mort de Mademoiselle Lenormand, hein, mais ça a été par contre un très très beau rendu. Et à cette époque-là, il y a une flopée de livres et de jeux de cartes qui sont sortis sous couvert de Mademoiselle Lenormand ou élèves de Mademoiselle Lenormand, et ça a perdu énormément de gens, enfin, beaucoup de personnes qui sont un petit peu mélangées les pinceaux. Donc et aujourd'hui, la méthode de Mademoiselle Lenormand n'est pas forcément celle qu'elle était vraiment. Mon deuxième livre, parce que le coffret est mon troisième, le deuxième livre que j'ai écrit traite justement des attributions que je propose plutôt de faire entre les cartes et les symboles du petit Lenormand. Je précise qu'il n'est plus en vente pour l'instant parce que il m'a servi en gros de brouillon pour une bonne partie du coffret du Nouvel Étilla. Et tout ce qui concerne Mademoiselle Lenormand devrait peut-être sortir l'année prochaine d'une autre manière. Donc voilà. Donc là, on était vraiment sur la cartomancie classique. Mais je vous ai pas trop parlé du tarot en lui-même. Parce que les travaux d'Étilla, donc comme je le disais, l'ont pas mal décrédibilisé par rapport à celui-ci sur les arcanes majeurs. Et ces arcanes mineurs ont inspiré beaucoup de monde, y compris des personnes qui le critiquaient bien comme il faut. Au niveau du tarot, là où on a vraiment eu quelque chose qui s'est extrêmement développé, c'est particulièrement avec Eliphas Lévy qui a apporté quelque chose de très très fort au niveau des cartes. Un jeu où il ne s'est attardé que sur les 22 arcanes majeures, il a vraiment porté chaque arcane comme un chapitre entier d'initiation rituelle. Enfin, c'est transcendant. Il a fait un super bouquin là-dessus, très très intéressant. Ensuite, on a Papius, donc lui, on est sur 1865 jusqu'à 1916, on commence à glisser vers le XXe siècle, un peu progressivement. Papius a repris un petit peu le tarot tel que Eliphas Lévy l'avait décrit pour les 22 majeurs, mais il l'a aussi associé aux 56 mineurs d'Étilla. Quand il a créé son propre tarot de 78 cartes, il a créé 22 arcanes majeures très hermétiques, avec beaucoup de symboles alchimiques, d'informations, comme la plupart de toute façon des occultistes de l'époque, beaucoup de symboliques assez précises. Et il a quand même décidé, pour toutes ces arcanes mineures, de garder les cartes exactes d'Étilla, avec marqué, par exemple, je crois que c'est le 2 de coupe d'Étilla, le valet d'épée d'Étilla, etc. Enfin, tout est marqué sur les 56 cartes comme étant les cartes d'Étilla. Et effectivement, c'est bien le fameux Étilla qu'il a gardé. Donc, on a quand même continué à garder cette empreinte. Vient ensuite Arthur Edward Waite. Alors là, tout le monde le connaît, plus ou moins. Si les gens s'intéressent un peu au tarot, tout le monde connaît le Waite, le Rider Waite,
qui est le premier tarot de l'histoire à avoir illustré les 56 arcanes mineures. Je vais vous le montrer, je pense que les cartes, ça va vous parler. Ce jeu est celui qui sert de base à 90% des jeux de cartes qui sont illustrés aujourd'hui. Toutes les cartes de ce jeu parlent forcément aux gens qui ont un tarot. Même un tarot qui est sorti le mois dernier, d'accord? Ce mec, il a créé un tarot qui aujourd'hui encore est publié, réédité, réillustré avec ses arcanes mineures. Donc des cartes que tout le monde connaît, là encore, des personnages, des figures, des illustrations, parce qu'avant lui, personne n'avait encore eu l'audace de mettre des images sur les 56 arcanes mineures. Ben, avec les mots-clés, c'est sympa, mais les images, c'est mieux. Oui et non, parce que finalement, maintenant, encore une fois, les gens regardent les images sans lire le livre qui va. Par exemple, il y a une carte que j'aime beaucoup citer pour cet exemple, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous pouvez voir, on est sur un personnage qui est sur un balcon avec une map monde à la main, qui regarde vers l'horizon. La première chose qu'on se dit en voyant cette carte, quelqu'un qui fait des projets de voyage, quelqu'un qui est pas loin, il est en train de se projeter dans la vie, etc., etc. Sauf que quand on prend le temps de lire l'énorme pavé qu'il nous a écrit, on se rend compte qu'en fait, Waite a utilisé toutes les symboliques d'Eteia. Et pour cette carte-ci, qui se nomme normalement absence, chagrin, on comprend pas trop le lien. Et dans le livre, Waite explique que cette carte, en fait, elle ne représente pas du tout quelqu'un qui se projette, mais alors absolument pas. Elle va représenter Alexandre le Grand à la fin de son règne, malade au seuil de la mort, en train de contempler son royaume bloqué derrière son balcon. Ok? On n'est pas du tout sur ce qu'on imagine. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tous les tarots modernes qui vont sortir se basent sur l'image et pas sur le texte. Et encore une fois, ce qui veut dire que les jeux sont encore édités, publiés et réillustrés aujourd'hui se basent indirectement sur Eteia. De manière déformée par bouche à oreille, c'est normal, mais on en a une autre aussi qui est sympa pour l'exemple, le 6 de denier, une carte de générosité. On a un riche qui donne à des mendiants. On est sur une carte de cadeau qui représente la générosité, qu'il se nomme un présent. Sauf que dans le tarot d'Eteia, cette carte s'appelait le présent, l'instant présent. Et c'était au 4 de denier qu'il attribuait la carte de un présent. Donc là, on voit bien que bouche à oreille a effectivement déformé, y compris pour Waite, certaines choses. Bon, pourtant, je pense qu'il a dû prendre la peine de regarder un peu les bouquins, mais bon. Il a aussi pris beaucoup de liberté, quand même, par rapport à son adaptation. Mais tout ça pour dire que même aujourd'hui, sans le savoir, Eteia, il est derrière tous les jeux de cartes qu'on utilise. Quand on prend du tarot, il est là. Et tous les ouvrages de plein d'auteurs différents qui vont souvent se contredire par rapport à la cartomancie classique, à 32 cartes, 36 cartes, 52 cartes, eh bien, indirectement, ils viennent aussi de ce qu'Eteia avait écrit, soit dans son petit Eteia, soit dans les grands Eteia. Là, je vous ai pas montré celui-ci. C'est une autre version qui existe chez Lo Scarabeo, qui conserve beaucoup plus les mots-clés. J'aime beaucoup le visuel, très médiéval, très très beau. Puis le dos est sympa aussi. Voilà. Celui-ci, c'est une réédition d'un jeu qui est apparu courant 1800, je crois, dans mes souvenirs. Et je l'aime beaucoup parce que voilà, il est quand même assez clair au niveau des mots-clés. Surtout, il a un graphisme qui est sympa. Et contrairement au Grimoire, lui conserve bien les mots-clés. Il y a uniquement la carte de l'as des bâtons où les mots-clés ont été inversés. Où le mot naissance et chute sont inversés. Normalement, c'est naissance quand la carte est à l'endroit et chute quand elle est à l'envers. Enfin bref. Ça, c'est le seul bug qu'il y a dans tout le jeu. Sinon, les mots-clés sont bien conservés. Donc, ouais, Waite, vraiment, je pense que ça vous a parlé du coup les images, vous en avez vu des équivalences. Je pense que si vous avez des tarots chez vous, c'est inspiré de celui-là, d'une manière ou d'une autre, que ce soit celui des fées, des dragons, des machins, des licornes, des bisounours. Disons, ça vient de Waite. Ensuite, juste après lui, donc juste pour donner une date, celui-ci a été donc publié en 1910. On est quand même sur un jeu qui est assez récent finalement, un siècle dernier, et illustré par Pamela Colman-Smith, qui est donc très très bonne cultiste elle aussi, parce qu'ils étaient tous les deux membres de la Golden Dawn et des Rosicruciens, donc pareil, niveau ésotérique, ils touchaient un peu leur vie. Donc c'était pas mal. Vient ensuite pour moi un auteur que je considère comme summum au niveau de la taromancie, tarot, pas carto. Le tarot, les 22 arcanes majeures, il s'agit d'Oswald Wirth.
Oswald Wirth a écrit un livre qui s'appelle le Tarot des imageries du Moyen Âge, qui est la plus belle référence et la plus complète que je connaisse concernant les 22 arcades majeures. Ça, c'est une édition très rare que des amis m'ont ramené du Québec, où on voit en fait les 22 arcades majeures du tarot qui ont été réillustrées avec une attribution aux lettres hébraïques, chose assez rare. Euh, il y a même caché dans les motifs autour, les correspondances avec l'alphabet phénicien, donc un alphabet que j'aime beaucoup, qui est l'alphabet à l'origine de tous nos alphabets. J'avais créé un jeu de runes là-dessus. Je vais pas vous perdre avec ça, mais il s'est vraiment embêté. Là, on voit par exemple cette espèce de rond avec une barre qui correspond à la version plus ancienne de cette lettre hébraïque ici, à l'être époque. Et on a effectivement le cas de figure pour énormément enfin, il est superbe. Ce jeu, ça a été vraiment, au niveau des 22 arcades majeures, je pense, le plus développé. Donc ça, c'est une réédition. Moi, je vous ai ramené aussi les versions originales. J'avais trouvé ça sur un salon de franc-maçonnerie où ils ont réédité un mec qui s'était amusé à reproduire à l'exact les cartes d'autrefois avec la même qualité, il s'est même fait chier à trouver la même épaisseur de carton quand il avait créé aussi un coffret inspiré du nombre d'or pour réussir à sceller les jeux comme une tuerie. Et ils savent un peu de quoi ils parlent, cela. Donc ça, c'était le premier brouillon qu'ils ont fait du tarot de Waite. Et ensuite, ils en ont fait une version, donc toujours Waite et Pamela Smith, hein. Non pas Waite et Pamela Smith, excusez-moi, Wirth, Oswald Wirth, je reviens dessus. Ils ont fait cette version qui est plus proche de celle que je viens de vous montrer, qui était plus aboutie, voilà. Et le cadre autour très important, comme c'était le cas des cartes qu'Oswald Wirth avait publiées à l'époque, donc aux alentours de 1927. Donc on commence à se rapprocher un peu plus de nous. Et enfin, dans les tarots célèbres, le plus récent que l'on connaisse, alors je ne vous parle pas encore une fois des rééditions modernes qui sortent tous les mois par dizaines dans les rayons, on a le tarot de Crowley. Aleister Crowley, un personnage pareil, qui était un peu celui du sorcier, hyper mystique. Il nous a créé un tarot absolument incroyable, énormément inspiré de toutes les connaissances qu'il pouvait avoir liées donc à la fois à la franc-maçonnerie, à la Golden Dawn et à la Téléma, qui étaient donc des sectes différentes, mais lui il était vraiment parti pour toutes. Et ce qui est intéressant, c'est que lui ne s'est pas basé sur Eteia. Alors, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il a réussi à attribuer chaque carte avec des valeurs astronomiques et donc astrologiques. Là, par exemple, on a cette carte qui correspond à Vénus en Vierge, Soleil en Vierge, Mars en Gémeaux. Voilà. Et en fait, pour chaque carte, il s'est amusé à créer des attributions astrologiques. Ça, c'est assez compliqué à expliquer parce qu'il y a plusieurs systèmes pour calculer ça. Lui, on a choisi un. Il a créé en fait des cartes qui se rapprochent quand même un petit peu pour pas mal de mots-clés sur, parce qu'en plus il y a des petits mots-clés qui sont écrits pour chaque carte. Ça se rapproche quand même globalement des travaux d'Eteia aussi. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui est des grands auteurs sur le tarot et la cartomancie. Je vous ai pas parlé, je pense, le plus beau jeu, qui est l'un des tout premiers historiquement, le tarot des Visconti, qui est le premier tarot à avoir été connu dans l'histoire du tarot, entièrement enluminé. Donc ça, c'est une des nombreuses rééditions qui existent. Il y en a qui sont entièrement avec dorure, etc. Parce qu'à l'époque, les enluminures étaient faites en plus avec de la feuille d'or et d'argent. On peut dire que c'était... Voilà. Moi, j'aime pas trop les jeux bling. J'aime bien quand c'est assez mat. Et voilà, c'est une reproduction. Ce jeu-là, je m'en sers très peu parce que pour les battre, c'est pas très évident, je vous avoue. Mais il est juste magnifique. Il en existe d'autres versions. Là, c'était juste les 22 majeurs de chez Los Scarabeo. J'avais tronqué les bordures parce que ils aimaient bien à l'époque mettre pas mal de mots-clés autour. Enfin, le même nom de la carte. Plusieurs trucs. Voilà, les cartes étaient beaucoup plus grandes et je me suis amusé un peu à les tronquer pour n'avoir que l'image. Et ceux-là sont complètement dorés. On est vraiment sur un jeu très très beau aussi. Uniquement les 22 majeurs. Et ce jeu-là, ce sont les 22 majeurs, les toutes premières à avoir été illustrées. Et on vient, voilà, là on est vraiment au 15e siècle. Le Visconti, on en a deux versions. Le premier, le Modrone, qui était apparu en 1441. Donc là, on est bien avant Eteia encore. Hein. Et le Visconti Sforza, qui est arrivé en 1452. Donc je ne saurais pas vous dire exactement lesquelles sont quoi. Je sais qu'il manque quelques cartes, celle du diable particulièrement, qui du coup devrait être à chaque fois réillustrée et réinterprétée par différents artistes quand ils veulent recréer le jeu. Donc toutes les cartes ne sont pas exactement celles d'origine,
mais en grande partie si. Et puis, moi, je le trouve vraiment très, très beau. Je sais pas vous, mais ça sur une table de consultation, ça en jette un petit peu quand. Donc voilà, pour ce qui est de l'histoire de la cartomancie, globalement, ce que je peux en dire, ce qu'on peut en dire, toutes les choses qu'il y aurait à raconter dessus. Et maintenant, je vais vous faire brièvement le lien avec mon coffret, forcément. On a beaucoup épilogué sur Eteia. Je pense que vous aurez compris avec cette conférence le fait qu'il est toujours derrière les cartes, quoi qu'on veuille, même dans les jeux aujourd'hui qui sont publiés, puisque inspiré de Waite, puis inspiré d'Eteia. Donc il y a quand même vraiment une empreinte très très importante. Et dans ce principe, j'ai créé, après le petit et le grand Eteia, le nouvel Eteia.